Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un live chill cette fois. Non, il n'y aura pas de départ de course. Certes, nous sommes en milieu de semaine, mais une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas suivre de course, nous n'allons pas suivre de départ, nous n'allons pas stresser pendant 30 minutes pour finalement entendre une Marseillaise comme c'était le cas lors du live précédent où on avait suivi la deuxième victoire de la saison pour Evan Gilter. On va en reparler justement. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà là présents dès le début du live. Je vais en profiter pour remercier les gens qui ont follow pendant le live précédent, qui ont follow pendant le premier tour de la course et du coup j'avais pas eu l'occasion de les remercier, donc je remercie Brioche Formula, Samot, Jove et Mister Poon pour les follow. Merci beaucoup à vous trois. Pour répondre à la petite question de Yann Runner, quand est-ce que tu changes l'écran de début de live à un Renault 4jar? Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est vrai qu'en 2023, mes lives avaient un Renault 4jar puisque je voulais garder le Renault 4jar tant que Isaac ne faisait pas de grandes performances, ne faisait pas de performances exceptionnelles et voilà, pour qu'on arrête de le surnommer dans le chat Renault Isaac 4jar ou Renault 4jar, il fallait voilà qu'il prouve, qu'il montre que voilà qu'il a un talent, que voilà et tout. Et en 2024, il a répondu, il a répondu sur la piste, donc non. Alors le Renault 4jar, il est là, il est prêt à être dégainé au cas où, mais j'espère n'avoir à jamais remettre un Renault 4jar sur mon live. Bon, en attendant, on va pas parler spécialement d'Isaac Hadjar, parce que sa saison n'a pas encore commencé, même si il a déjà eu le droit à des premiers tours, de roulage. Mais on va parler de ce qu'il s'est passé en janvier. J'ai d'ailleurs sorti une vidéo YouTube à ce sujet sur le mois de janvier, un petit peu. Voilà, la saison 2025 commence gentiment, mais petit à petit, voilà, ça va commencer à devenir de plus en plus sérieux, car les championnats hivernaux vont se terminer en février. Pour la plupart, pas tous, certains vont se prolonger même jusqu'en mars. Et puis surtout, bah voilà, à partir de la mi-mars, là c'est bon, on sera lancé, il y aura la F2, il y aura la F3, etc. Mais t'as vu que tu devrais mettre un Renault 4jar avec la tête d'Isaac pour lui porter chance. Attendez, alors, regardez, il y a ça c'est mon écran d'attente pour ceux qui ne savent pas, il y a le Renault 4jar qui est prêt, et il y a Isaac qui est prêt. Et ça, cette présentation... Je pense à ceux qui débarquent sur le live et là qui se disent que je suis en train de péter un câble. Non mais du coup j'avais cette présentation toute prête. Mais ça c'est quand Isaac était en difficulté. Là c'est bon, maintenant voilà, arrêtez de le comparer à un Renault 4jar. Arrêtez de le comparer à un Renault 4jar. Bon, écoutez, on va peut-être commencer les choses sérieuses. Donc voilà, on va reparler de ce mois de janvier avec la Formule régionale Moyen-Orient, évidemment. Alors, il y a eu plusieurs championnats hivernaux, certes, mais voilà, c'est la Formule régionale Moyen-Orient qui a cristallisé toute l'attention, puisque évidemment, on a trois pilotes français, allez trois et demi pilotes français engagés, et que surtout bah, ils ont vraiment performé de fou, ils nous ont fait vibrer. On n'a eu que 2 week-ends dans cette saison 2025, mais on a déjà eu 2 Marseillaises et ça c'est très très beau. Allez, on commence sans plus tarder, on va quand même parler des autres championnats un peu après. Mais évidemment, on doit parler de cette formule régionale Moyen-Orient. On est presque à mi-saison au final avec 2 week-ends sur 5. Salut Natoun28 et salut Cyclo Exan. 4e mois de sub consécutif. Merci beaucoup à toi. On s'ambiance pour la F3 Freka 2025 ou quoi? Ah bah là, c'est vraiment l'endroit. La formule régionale Moyen-Orient, c'est là où vont beaucoup de pilotes de F3 et beaucoup de pilotes de Freka de cette année. Vous en faites ce que vous voulez d'ailleurs, mais vous n'êtes pas sans savoir, ou peut-être que vous êtes sans savoir, mais la semaine prochaine, il y aura le début de l'Eurocup 3 Winter Series. Il se trouve que j'ai trouvé l'entry list, que je ne suis pas autorisé à dévoiler, mais purée, il va y avoir du level, hein. Va y avoir du niveau. Alors évidemment, voilà, il y aura un pilote français qu'on suit tout particulièrement, mais il y aura vraiment du gros niveau dans l'Eurocup 3 Winter Series, qui fait un peu concurrence à la Formule régionale Moyen-Orient. Va y avoir pas mal de pilotes de F3, mais ouais, genre pas mal de pilotes de F3, quoi. Donc ça va être un championnat très 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 sympa à suivre, notamment avec notre français favori. Comment tu as fait? C'est même pas encore tweeté sur Feeder Series. Alors, petite
petite subtilité. Alors qu'on salue notre abonné Evan Gilter. Notre abonné Evan Gilter, parce qu'on se rappelle en toute fin du live précédent, Kimi63 avait offert un sub à Evan Gilter. Donc salut, j'espère que tu vas bien, Evan. Et écoute, bah oui, évidemment, on va parler de toi, évidemment. Et donc oui, FCB Noah 7, c'est pas encore tweeté sur Feeder Series, mais je bosse pour Feeder Series, donc en fait j'ai des petites infos. Enfin, il se trouve que je parle à des gens et du coup parfois j'ai des petites infos sur le sujet, quoi. Bon, évidemment, des nouvelles de ce fameux fils de pilote vainqueur F1 qui devrait faire ses débuts en F4. Non, pas récemment, mais ça devrait pas tarder. Allez, voilà, juste, ce classement fait trop plaisir. Ce classement fait beaucoup trop plaisir. Alors déjà, il y a 3 Français dans le top 6. Ça déjà c'est très sympa à voir, mais surtout on a un Français en tête du championnat. L'air de rien, la saison 2024, je vais pas dire qu'elle a été compliquée, puisqu'on a quand même eu des victoires. On a eu des victoires d'Isaac Hadjar, de Sami Mektounif, d'Alessandro Giusti, d'Evan Gilter, là encore. Mais on n'avait eu aucun titre. Et genre, aucun titre français dans toutes les formules de promotion. Et là, on a vraiment un Français en lutte pour un championnat. Et surtout de quelle manière. Donc Evan Gilter est en tête du championnat avec 12 points d'avance sur Freddy Slater. On rappelle, c'est un barème qui offre 30 points au vainqueur. Donc au final 12 points, ça reste quand même assez serré. Surtout, on voit que Freddy Slater a quand même réussi à garder le contact, surtout grâce aux courses 2, grâce aux courses à grille inversée. Car malheureusement, il a fait la différence lors de la course 2 où Evan a eu un problème d'embrayage et n'a pas pu prendre le départ de la course. Problème d'embrayage qui a heureusement été réglé pour la course 3, qui a débouché donc sur la deuxième victoire de la saison qu'on avait suivi tous ensemble. Mais donc ça fait que le championnat est encore serré. Freddy Slater a vraiment été en difficulté sur le deuxième meeting, on l'a vraiment senti en difficulté sur la gestion pneumatique, quand pour Evan et pour ART c'était beaucoup plus, ça semblait beaucoup plus aisé en tout cas, si je dis pas de bêtises, hein, Evan, tu me dis si je dis des bêtises, mais en tout cas la gestion pneumatique avait l'air d'être moins problématique que pour Slater ou même pour d'autres pilotes, notamment chez RS, je pense à Enzo Dellini. Obligé d'infliger des problèmes mécaniques à Evan pour que le classement général reste compétitif, c'est exactement ça, ils savent plus quoi trouver. Donc voilà, Gilter, Slater, certes dans le top 2, mais pas que, il y a quand même Brando Badoer, futur pilote de F3, pilote McLaren d'ailleurs, qui est tout proche. C'est assez surprenant de le voir aussi proche, puisqu'on a l'impression que la bataille, ça a toujours été Gilter-Slater sur les 2 week-ends. Toujours de l'Africa pour 2025, oui, ça a été confirmé. Evan fera bien l'Africa après la Formule régionale Moyen-Orient. Voilà, quand on voit ce qu'Evan fait actuellement au Moyen-Orient, on peut se dire, franchement, est-ce qu'il n'aurait pas pu monter directement en F3? En soi, j'ai l'impression que c'est une situation assez similaire à celle d'Alessandro Giusti de l'an passé. Vraiment, il y a énormément de parallèles à faire entre Giusti, entre Giusti 2024 et Gilter 2025. Donc tous les deux, évidemment, sont chez ART. Ils sont tous les deux dans leur deuxième saison. Tous les deux avaient fait une première saison impressionnante avec des victoires, avec des podiums, avec des coups d'éclat, etc. Mais tous les deux n'ont pas le budget pour monter directement en F3 et ils doivent refaire une deuxième année supplémentaire. Bon. En tout cas, voilà, pour Evan, on va en reparler évidemment plus en précision, mais Evan, il avait plusieurs caps à passer cette année, puisque 2024 n'a pas été tout rose non plus, mais en tout cas, là, sur ces 2 premiers week-ends, on sent que le cap a été passé, évidemment à confirmer par la suite. L'Africa, c'est aléatoire aussi selon les moteurs et les vieux châssis. Après, j'ai envie de dire, et d'ailleurs je ferai peut-être une vidéo YouTube sur ça, j'ai envie de dire les formules de promotion, voilà, même au Moyen-Orient, j'ai entendu des trucs sur une certaine voiture, on y reviendra un peu plus tard, mais une certaine voiture d'un pilote mexicain qui paraît bien né, on va dire. Mais c'est vrai qu'en Freca et en F2, c'est deux championnats où il y a énormément de critiques sur les moteurs. Rivera ou Carrasquedo, écoute, Rivera, on s'attendait un peu à ce qu'il performe, Carrasquedo on s'y attendait pas, voilà. Ouais, franchement ça méritait la F3. Après bon, on va pas non plus, on va remettre les choses dans leur contexte aussi quand même. Le line-up d'ART en F3 c'est quand même super solide, hein. Ils ont quand même Van Eupen qui redouble, Tuka Taponen et James Wharton.
Bon, c'est dur de leur tomber dessus, mais bon, on verra, peut-être pour 2026 en tout cas, Evan Gilter se donne les moyens de prétendre à la F3 pour 2026. Hein. Après Gilter, Slater et Badoer, on retrouve Théophile Nail, notre deuxième français en quatrième position. Bon, et un peu de regret qu'il fasse que les deux premiers meetings, mais clairement, j'ai adoré son début de saison. Ça va vraiment le mettre en confiance. Il va engranger de la confiance après son excellente fin de saison de Freka déjà. Pourtant, j'avais vraiment l'impression que la Saint-Eloque c'était vraiment compliqué sur ces deux meetings, mais enfin Naël là, ouais, voilà, il gère vraiment, il a vraiment extrait, j'ai l'impression 100% du potentiel de la Saint-Eloque, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Tu saurais pourquoi il fait pas tout le championnat? Bah, en fait, de base, Théophile Naël devait faire que deux week-ends. Euh, il devait faire que deux week-ends, tout simplement pour se remettre dans le bain du sport auto, pour se préparer à la F3. Les essais de pré-saison de F3 arrivent en fait assez vite. Hein. Ils arrivent du 14 au 16 février, si je dis pas de bêtises, donc voilà, ça arrive assez vite. Donc, évidemment, un peu de frustration, parce que surtout Théophile Naël, on y reviendra un peu plus tard, mais le top 9 du championnat décroche des points de super licence. Et Théophile Naël, en ayant marqué directement là 84 points, il y a moyen qu'il arrive à finir dans le top 9. On verra ce que ça donne la suite. Saint-Eloque en 2025, on n'est vraiment pas ensemble. Ouais. Normalement, il devrait y avoir Enzo Peugeot en Freka. J'espère, je lui ai toujours pas demandé, mais j'espère qu'il pourrait faire quelques meetings en Formule régionale Moyen-Orient, ça serait très chouette, ça serait sympa, que Enzo Peugeot ait le droit du roulage aussi un peu cet hiver, puisque clairement lui aussi le mérite. Castillo, Gerhardt et Fezelao, premier pilote confirmé. Ouais, c'est compliqué, hein. Ça vend pas du rêve, Saint-Eloque, c'est vrai. Ensuite, après Théophile Naël, on retrouve Rachid Aldairi, le pilote local, toujours extrêmement à l'aise sur le circuit de Yas Marina. Sixième, Enzo Dellini. C'est le français qui est un peu le plus en difficulté. Et encore, cette sixième place le met un peu en valeur. Donc voilà, quand même deux podiums. Il y a eu quelques belles choses, mais on l'a senti un peu dans le dur. On a senti aussi toute l'équipe RS dans le dur, à voir si le podium peut un peu le lancer plus véritablement pour les prochains meetings. On a ensuite Canatoli sur la deuxième ART qui est bien aidé par sa victoire en course 2 à grille inversée. On retrouve le très surprenant Jesse Carrasquedo qui va laisser sa place à Iyu Yamakoshi. Hugo Chukwu. Vous vous souvenez, on avait suivi ensemble la course 3 avec Hugo Chukwu qui avait mené la course avant de se cracher 3 secondes devant Evan Gilter. Donc j'ai vu, il y a eu des critiques sur Hugo Chukwu. J'ai vu qu'il y a eu des critiques sur Hugo Chukwu, genre par exemple Yann Runner qui me dit Hugo Chukwu frauduleux, faut qu'on ouvre le débat, la réincarnation de Norris ce type. Alors déjà Norris, honnêtement pour moi c'est le favori de la saison 2025 de Formule 1. Mais Hugo Chukwu a eu un problème de suspension, à peu près tout le monde me l'a confirmé, ce n'est pas un choke, il a eu un souci mécanique. Alors après, est-ce que on peut dire que genre il a escaladé un vibreur ou je sais pas, il a cassé une suspension et tout, ça me paraît un peu gros. Voilà, a priori ça semble vraiment une défaillance mécanique. Donc même si on a tous un peu sauté de joie intérieurement quand on a vu Hugo Chukwu sortir pour laisser la victoire à Evan Gilter, en vrai c'était pas un choke, c'était plus une défaillance mécanique. Je suis obligé en tant que en tant que journaliste de remettre les choses un peu de remettre un peu la vérité quand même. Je pense qu'il est juste trop grand pour les monoplaces. Ce qu'on m'a dit, il est lourd, c'est comme Bondarev, Percy, il est pas du tout à l'aise. Ouais, peut-être. Après, parfois, il y a quelques coups d'éclat. Et quand même, et là, bah voilà, Hugo Chukwu, il allait mener la course. S'il avait gagné la course, là, il serait cinquième au championnat, ça serait pas pareil. Nul, la storyline qui s'effondre. Je sais, mais bon, après, je pense que ça va venir choper ma veste chez Race en mode, t'abuses. T'abuses. Donc non, ce n'était pas un choke du pilote. Même avec la victoire, il joue pas le titre. Alors ça c'est clair. Et c'est vrai que de manière générale, c'est un peu une clim hein, pour RA ce début de saison en étant tenant du titre.
en étant tenant du titre avec Taponen, là, il y a eu une petite dégringolade pour Air-Race. Après Ugochukwu, on retrouve Ernesto Rivera, la recrue du Red Bull Junior Team, puis Taito Kato, notre pilote japonais, notre champion de Formule 4 française sous licence française. Hein. On apprécie, souvent c'est l'inverse et on a des pilotes, français qui roulent sous des licences étrangères. Là, pour une fois, c'est l'inverse qui se passe, donc on va en profiter quelques temps. Donc Taito Kato qui a fait évidemment une grossière erreur en accrochant Freddy Slater. Bon, voilà, c'est une erreur qui ne lui ressemble pas, mais quand même, Taito Kato avait fait un podium juste avant et monte en puissance quand même. Alors pour en revenir à Ugochukwu, ouais, selon moi il méritait ni Prema ni la F3. Ouais, je sais pas, ouais, c'est sûr que sa saison de Freka a été ultra décevante. Hein. Taito Kato, s'il peut nous refaire la même chose que lors de la dernière course, on apprécierait. Ah non mais c'est vrai que c'était très agréable. C'était très agréable. Oui, c'était bien. Ça arrangeait pas mal les choses. C'était cool. Et puis Evan Gilter a réussi à en profiter, à prendre les 30 points, de la victoire. C'était parfait. Quand même, Taito Kato qui, de base, ne se battait pas avec Slater. Hein. Il se battait pour doubler Enzo Dellini. Malheureusement, voilà, freinage complètement manqué de la part du pilote japonais. Ce sont des erreurs de débutants qui arrivent. Bon, voilà. On retrouve ensuite Jin Nakamura, le pilote Toyota, le jeune pilote aussi de Air-Race, qui fait un début très sérieux lui aussi. On retrouve ensuite Reza Siurutun et Jack Beaton sur deux des Mumbai Falcons by Prema. On a ensuite Akshay Bora, Aaron Cameron, Rui Liu, Aditya Kulkarni et Giovanni Maschio qui sont les 19 pilotes à avoir marqué des points. Slater a aussi accroché un autre pilote. D'ailleurs, il a pris 3 places de pénalité pour la prochaine. Non, sérieux? Oh! Ah ouais? Ah, bah, donc j'imagine. En plus, je crois qu'il s'est accroché avec Finlay Green de ce dont je me souviens. Mais attends. C'est pas que je te crois pas, mais j'ai juste envie de vérifier ça. Attendez, comment vous pouvez voir? Comment vous pouvez voir ce que je mets en recherche là? Alors, attendez. Hop. Alors. Puisque, enfin voilà, quand tu joues tout le temps la pole position, c'est important une pénalité de 3 places. Attends, donc du coup là. Alors, Stewart's Decision. Oh, est-ce qu'on va apprendre en live une pénalité de 3 places pour Freddy Slater? Alors. Non, c'est génial. Alors ça c'est Giovanni Maschio, on s'en fout. Enfin pardon, mais Jack Beaton, ouais, des points de pénalité. Alors oui, des points des suspensions, des points de permis on va dire. Ok. Freddy Slater. Eh mais ça c'est cool, on stream fort ça. With Car 69, donc c'est bien Finlay Green. Ah purée, bah alors on n'a jamais vu l'image du coup. Mais donc pénalité de 3 places confirmée pour Freddy Slater. Bah purée. Bah, je me coucherai moins bête ce soir. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour l'info. Excellente nouvelle. Quel assassin Slater. Je suis mort. Personne n'a vu les images, mais on est tous là à tomber sur Slater. Bon, écoutez, voilà, bonne nouvelle. Allez, on est obligé de parler, sans chauvinisme aucun, bien sûr. Je suis le seul qui l'aime bien. Ah, je t'avoue, Lewis Hamilton 0,99, Freddy Slater. Freddy Slater, pour moi, c'est. Alors, je ne le connais pas, je ne lui ai jamais parlé personnellement, mais pour moi, c'est tellement le pilote qui a tout pour lui. Et c'est pas intéressant. Enfin, c'est le pilote qui a tout pour lui. Il a toujours été dans les meilleures conditions. Il a toujours été. Enfin voilà, toujours super riche, toujours jamais aucun problème, aucune adversité, toujours dans les meilleures équipes, toujours énormément de roulage. Donc j'ai un peu de mal avec Freddy Slater, tout comme j'ai un peu de mal avec Ugochukwu par exemple. C'est pas tant une histoire de caractère, parce que voilà, Freddy Slater je ne le connais pas, et d'ailleurs des retours que j'ai a priori c'est une bonne personne quoi. Mais c'est juste que le profil en tant que pilote ne m'intéresse absolument pas. Rien à voir, mais tu sais si le numéro d'Evan c'est une ref à Flash McQueen?
Je ne sais pas. Evan, si tu es encore dans le chat, est-ce que tu peux répondre à pourquoi le numéro 95? C'est une excellente question, ça. Puisque là, comme ça, j'ai pas de souvenir. Ah bah, le département? Non? Je pense que c'est le département. Je pense que c'est le département, parce que j'ai pensé à ça, parce que Jules Caranta, c'est le 83 pour le Var. Mais je sais pas, attends, 95 département. Val d'Oise. Ouais, il y a moyen que ça soit ça. Hein. Il vient d'Île-de-France, hein, Evan. Je crois que c'est... Perso, j'ai le seum contre lui parce qu'il a ruiné la title charge de Finlay Green. Ah, c'est sûr, ouais, grave, ouais. Donc je pense que c'est le Val d'Oise. Non, c'est Cachao. Non, sérieusement, c'est vraiment... Non. Attends, c'est génial. C'est génial. C'est incroyable. Hein. En 2030, la grille de Formule 1, ça va être que des fans de cars. Va y avoir que ça. C'est incroyable. Hein. Salut Kimi63 et du coup comme tu peux le voir il y a un sub de plus grâce à toi. Il y a un sub de plus grâce à toi qui parle dans le chat, donc merci encore à toi Kimi63. Écoutez, pardon. Voilà, tout simplement pour moi là Evan il est en train de changer de dimension, je pense à la fois au regard, à la fois au niveau des autres équipes, au niveau des équipes peut-être de F1, en tout cas au niveau des grands décideurs, là, Evan Gilter, il est en train de faire des performances qui attirent le regard. Et parfois la F4 France est un petit peu dévalorisée, très souvent à tort, puisque la F4 France a pondu un nombre exceptionnel de pilotes de Formule 1. C'est la F4 qui a produit le plus de pilotes de Formule 1. Bon, c'est une F4 qui est présente depuis 1993 aussi. Mais Evan Gilter, maintenant, il est en train de briller sur un championnat international face aux plus grandes équipes, face aux plus grands pilotes. Et exactement comme le souligne Homero, moi, le petit souci que j'avais avec la saison 2024 d'Evan, c'était les qualifications. C'était les qualifications où voilà, en course, il faisait des remontées géniales, il arrivait à dépasser, etc. C'était génial, mais le problème, c'est qu'il partait souvent de loin. Mais ça donnait des courses assez spectaculaires, notamment sous la pluie où il faisait des remontées assez géniales. Et là, ce problème de qualification, ça reste que 2 week-ends. Mais c'est vraiment très impressionnant. P2, 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 P1. Donc voilà, et comme le dit FCB Noah 7, en plus lui et Hart découvrent le Moyen-Orient. Il n'a jamais roulé sur ces circuits, même pas en test. Enfin non, il n'y a même pas eu de test. Quand je compare, par exemple, vous allez dire que je tire sur l'ambulance, mais un petit peu quand même, à un Freddy Slater. Enfin, j'ai pas envie d'attiser ou quoi que ce soit de quelque chose, un ressentiment envers Freddy Slater, mais Gilter et Slater, c'est deux types de pilotes complètement différents. Et Evan Gilter, c'est toujours le pilote qui s'est battu pour le budget, qui s'est battu pour ne serait-ce que pour arriver en F4 française, c'était pas évident. Enfin voilà, ça a toujours été franchement compliqué pour faire des programmes, pour faire des tests, etc. Et à côté, t'as Freddy Slater qui a toujours eu, voilà, qui a toujours eu tout pour lui, on va dire. Donc voir cette storyline justement où t'as voilà l'outsider, etc. Celui qui a jamais eu les moyens, etc. machin, et qui est en train de se battre. Et de battre pour l'instant Freddy Slater, même si ça reste extrêmement provisoire et que je suis persuadé que Freddy Slater essaiera de prendre sa revanche très vite. Voilà, la storyline de deux pilotes complètement différents, venant d'univers complètement différents, c'est super intéressant. Ça va, c'est pas comme si c'était Carras. Non mais, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Freddy Slater a un talent exceptionnel. Freddy Slater a un talent exceptionnel, c'est... Voilà, mais il ira très probablement en F1 sans forcer, honnêtement. Enfin voilà, Freddy Slater, on parle d'un pilote qui est aussi bien préparé, qui a une trajectoire à la Andrea Kimi Antonelli. Tout le monde le voit en F1, et ça depuis des années. Je m'en rappelle d'ailleurs, avec un collègue de Feeder Series anglais, en 2021, je commençais déjà à parler de Freddy Slater, puisque voilà, je crois que j'ai même appris l'existence de Freddy Slater avant celle d'Evan Gilter, hein. C'est dire, c'est toujours le gars qui a eu tout pour lui, qui a toujours brillé sur les plus grandes scènes, et voilà. Freddy, je le dis, s'il domine l'Africa, il peut skip la F3, exactement. Perso, je suis pas non plus convaincu, c'est-à-dire pour voir Slater en F1 ?
Il peut très bien flop plus tard, d'autres l'ont fait. J'ai pas l'impression qu'on soit sur... Enfin, je sais pas. Je sais pas. C'est peut-être un peu tôt, hein. C'est peut-être un peu tôt, vous me direz, mais Slater, il a le budget, il a les connexions, il a les contacts, il a le manager, il a le talent. À mon sens, il a le talent pour aller en F1. C'est pas... Enfin voilà, je le vois complètement en F1. Alors que voilà, pour des pilotes comme Evan, qui se sont toujours battus, pour essayer d'être dans des bonnes conditions pour rouler, d'essayer d'avoir des tests, etc. C'est beaucoup moins évident, même à performance équivalente. Voilà, malheureusement, Slater aura toujours plus de budget, plus de contacts, etc. Mais avec ce genre de performance, Evan Gilter s'offre peut-être de nouvelles opportunités, et c'est ce qu'on espère. Pourquoi il n'a pas encore d'académie? Tu parles de Slater ou de Gilter? Puisque les deux sont, enfin, pour moi, les deux méritent énormément. Freddy Slater a refusé déjà des académies. Hein. Il l'a déjà dit à Feeder Series qu'il avait refusé des académies, qu'il voulait se laisser le choix, etc. A priori, moi, quand même, j'avais entendu une rumeur assez insistante qui l'amenait plutôt vers Audi, où il pourrait être le pilote, le futur pilote de Audi. Bon, c'est une rumeur qui commence à dater un petit peu et il me manque. Voilà, cette rumeur a peut-être fait long feu, mais clairement, Slater doit être dans une académie, Evan Gilter doit être dans une académie, et si on pouvait avoir quelques doutes après la saison 2024, ces doutes-là, ils sont éteints pour moi. La F4 italienne était tellement faible l'an passé. Quel est ton référentiel pour dire que la F4 italienne était faible l'an passé? Puisque en soi, Alex Powell, Kin Nakamura, Berta, etc., c'était des pilotes qui avaient tout gagné en kart. C'était des champions d'Europe, des champions du monde. Enfin, pour l'instant, c'est un peu tôt pour dire que que certaines promotions sont nulles. Et d'ailleurs, en tout cas, par exemple, la promo 2024 de F4 italienne me paraît bien meilleure que celle qui arrive en 2025, où là, il y a très peu de noms du karting. Là, au moins, en 2024, il y avait des gros noms du karting. Pour Gilter, un saut de Freka à F2, c'est possible ou c'est inconcevable? Evan, t'es encore là? Non, non, enfin, ça serait très étonnant. Ça serait très étonnant. Après, je sais pas à quel point la rumeur qu'Auto Hebdo avait une fois évoquée dans un article sur les futurs pilotes de F2 en 2025, ils avaient évoqué comme rumeur comme quoi Alessandro Giusti aurait pu prétendre à de la F2 directement chez Van Amersfoort Racing. Ça m'a énormément surpris comme rumeur, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui va devenir qui peut se faire de plus en plus fréquemment, que des pilotes sautent la F3, puisqu'on se rend compte que bah, finalement ça se fait. Hein. Andrea Kimi Antonelli l'a fait, Joshua Dirksen l'a fait, John Bennett l'a fait. Bah, dans ce cas, si des gens comme Bennett et Dirksen, qui sont bons, qui sont même très bons selon moi, mais qui sont peut-être pas des foudres de guerre qui peuvent prétendre à la F1 comme Antonelli l'ont fait, ça veut dire qu'il y a pas mal de pilotes qui peuvent le prétendre. Hein. Freka F1, ça n'a jamais été fait encore. Et pourquoi pas? En vrai, attends, on rigole. On rigole, mais attends, t'as combien de points de super licence, Evan? Puisque, attends, t'as 12 points de super licence pour la F4 France. T'en as... Tiens, attends, t'as fait 7ème en Freka. 7ème en Freka, donc je crois que ça fait genre 3 points ou quelque chose comme ça. Je crois que ça fait 3 points. Attends. Freka, 3 points pour la 7ème place, donc 15 points. Là, on dit que tu gagnes. Allez, on dit que tu gagnes, donc t'en as 18. Donc 18 plus 15, ça fait 33. Voilà, en vrai. Et puis, et encore, tu fais la Freka cette année. Bah voilà. Bah voilà. Allez, Evan en F1 en 2026. Non, mais en vrai, c'est l'avantage de faire les championnats hivernaux. En vrai, ça permet d'engranger pas mal de points de super licence. Et c'est d'ailleurs pour ça, on va y revenir un peu plus tard, mais c'est pour ça qu'Arvin Lindblad fait le championnat hivernal. C'est bien évidemment pour les points de super licence. Hein. Mais en vrai, je dis pas de le faire. Bon, non, oui. En dehors de la blague, en vrai, ça va être l'un des pilotes avec le plus de points de super licence. Car, alors,
on parle beaucoup, à raison d'ailleurs, d'Alessandro Giusti, de Théophile Naël, mais Alessandro Giusti, je sais pas s'il a tellement de points que ça. Après voilà, de toute façon, si ça perf en F3 ensuite, si ça perf en F3, ça va engranger des points très, très facilement quoi. Gilter chez Ferrari versus Antonelli Cars 2 IRL. Oh, purée, purée, s'il vous plaît, oui. C'est trop bizarre d'avoir le pilote concerné dans le chat. Ouais, non, c'est sympa. C'est sympa. En plus, j'avais même. Enfin, je me suis dit, ah, est-ce que je demande à Evan de passer sur le live? Au final, j'ai même pas besoin de demander ça. C'est trop cool. Cars 2, c'était bien nul. Oula, oula, je pense que. Il y en a qui vont se prendre des bannes hein, ici. Pour moi, c'est un peu un move de faiblard d'envoyer Lindblad en Océanie. Shima Romero, t'as vraiment supprimé le message. C'est un peu un move de faiblard d'envoyer Lindblad en Océanie. S'il est aussi bon, envoyez-le en Fremec. Mais c'était pas le but. Le but, c'était pas de aucun Cars nul. On est avec toi, Evan. Non, mais le but, c'était de gagner des points de super licence facile. Et franchement, chez Red Bull, personne s'en est caché. Hein. Personne s'en est caché. Le but, c'est les points de super licence. T'as des points de super licence faciles à avoir. Bah, let's go. Le but, c'est pas de le faire progresser, c'est pas de le faire apprendre, c'est pas de. Enfin, c'est vraiment d'avoir les points de super licence. Lindblad F1 en 2026, carrément. Carrément. Enfin, pour moi, c'est le pilote le plus proche de la F1 pour 2026. En dehors des vannes, bien entendu. mais non. Enfin, mais bien sûr, il aura les 40 points de super licence. Ça, c'est pas un souci. Il les aura peut-être même dès ce week-end. Mais oui, il les aura peut-être dès ce week-end, mais ensuite il va falloir montrer en F2 qu'il mérite sa place en F1, et ça c'est pas encore fait. Donc écoutez, pour revenir sur Evan, voilà, tout simplement, le seul pilote avec plus de 2 podiums, vu qu'il en a 4, les 4 lors des courses standards, lors des vraies courses, j'ai envie de dire, pas lors des courses à grille inversée. Et voilà, l'écart au championnat serait encore plus conséquent si le barème était un peu plus juste, puisque voilà, les courses à grille inversée donnent autant de points que les courses 1 et 3, que les courses standards, ce qui est une anomalie quand même, surtout dans un championnat de formule régionale où c'est compliqué de doubler. Oui, c'est bizarre. C'est bizarre que les courses à grille inversée donnent autant de points que les autres courses. Bon, écoutez, on refait pas. C'est comme ça que le championnat fonctionne, donc tout le monde est logé à la même enseigne. Donc voilà, faut essayer de tirer le meilleur de ça. Sans le DNS, c'est un sans faute. Ouais, franchement, qu'est-ce qu'il y a à redire sur les 2 week-ends d'Evan? Je crois que, allez, à la rigueur, la P3, parce que je veux chipoter absolument, la P3 en course 1, à la toute première course où il partait deuxième. On n'a pas vu exactement ce qui s'était passé lors de la bataille avec Aldairi, mais franchement, en dehors de ça, c'est vrai que c'est un sans faute. C'est masterclass sur masterclass en qualification et en course, et c'est ça qui est le gros enseignement de ces 2 premiers meetings. Et voilà, maintenant il y a juste à continuer comme ça. Je sais pas si ça débouchera sur le titre ensuite, mais quoi qu'il en soit, voilà, Evan a passé un cap, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, en Freca si ART continue son ascension, son retour vers les sommets. Ça peut être vraiment très 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 intéressant. Et puis oui, voilà, avec des perfs comme ça, il pourra continuer à grimper en F3, et puis voilà, après on ne sait pas, peut-être en F2, peut-être en F1 directement. Bon, voilà, en tout cas, très très hâte de voir la suite, et de vibrer dès ces championnats hivernaux, d'entendre, alors pas d'entendre la Marseillaise, puisque en tout cas on ne les a pas sur le stream YouTube. Tu vois une victoire de Kato? Ouais, je pense que ça viendra. Je pense que ça viendra un moment. Évidemment, le rival, voilà, Freddy Slater, on en a un peu parlé déjà, mais c'était le super favori. Alors certes rookie, mais il connaît les circuits, la voiture, bah, il la connaît par cœur. En fait, depuis le temps qu'il a roulé avec cette voiture en essai, il a toujours été dans les meilleures conditions, etc. Mais quand même, voilà, ça m'a un peu surpris ce deuxième week-end où on l'a vu dégringoler en course. Il avait fait des très bonnes qualifs, il avait fait P1 et P2, non, P1 et P5, pardon. Et en course, bah, ça a dégringolé. Bon, ensuite, il y a ce pas de chance où il se fait harponner par Taito Kato en course 3. Mais voilà, c'est des failles.
attention quand même, puisque c'est vrai que c'est des failles qu'on n'avait pas vues chez un Andrea Kimi Antonelli. C'est vrai, pour revenir à ce que disait Homero un peu plus tôt. On ne voyait pas Antonelli faire ce genre d'erreur, ce genre de dégringolade. Où, voilà. On rappelle d'ailleurs, pour Slater, le crash de Macao, quand il tente d'arracher la troisième place. Voilà, ça reste à souligner, mais voilà, je pense que dès Dubaï, dès le week-end du 7-9 février, il sera de retour aux avant-postes. Et que voilà, je pense que la bataille au titre va reprendre de plus belle. Kato, il compte garder la licence française plus tard ou c'est juste pour maintenant? C'est juste pour maintenant. Hein. Vous faites pas, vous faites pas d'espoir. Hein. Taito Kato, voilà, pour les pilotes mineurs, pour les pilotes de moins de 18 ans, la licence japonaise est très difficile à obtenir pour des championnats internationaux comme la Formule régionale Moyen-Orient et l'Africa. Donc Taito Kato a une licence française actuellement, mais le gars est japonais quoi. Et Kanatoli, il est dans l'année de ses 18 ans. Enfin, ouais. Je sais pas exactement, mais déjà l'an passé, Kanatoli, il avait une licence britannique, donc je pense on va lui proposer la nationalité s'il continue à faire comme le week-end dernier. Ah là là. Non, c'est un 2007 Kanato. Oui, oui, Kanato et Taito Kato aussi, c'est un 2007, mais Kanato, il est un peu, je sais pas. Ou est-ce qu'il y a besoin de faire une année complète à l'international? Je sais pas exactement, mais je sais que c'est pour des raisons administratives que Taito Kato n'a pas pris la licence japonaise, que c'était pas facile à obtenir. Peut-être qu'il l'aura en Freca. Putain, 2007. Ah bah, Fabien, malheureusement, voilà. Et Gilter, c'est un 2006. Slater, c'est un 2008. Voilà. Et puis en F4 cette année, on va avoir un petit souci. C'est que, alors non seulement les 2009 sont déjà bien là, mais surtout on va avoir des 2010. On va avoir genre des pilotes comme Andy Consani, comme Niklas Schaufler, voilà, des 2010. Enfin, ouais, bon, c'est bon, ça c'est bon, là, c'est fini, quoi. On est tous vieux, là. On est tous vieux. Mais oui, on dit Consani 2010, il a encore 14 ans pour quelques jours, mais ouais, compliqué. Théophile Naël, j'avais vraiment envie d'en parler. Alors voilà, il fait que les Niklas Schaufler mentionnés. Je savais que t'allais réagir. Je savais que t'allais réagir. J'ai 2 mois de moins que Romain. Ah ouais, Romain, c'est pas trop la même génération. Hein. C'est pas trop la même génération. Bon voilà, pour Théophile Naël, franchement, j'ai adoré ces 2 week-ends. Pourtant, on sent que la Saint-Éloque, elle était pas super à l'aise. Elle était pas, voilà. Mais Théophile Naël, il a surtout fait au-delà des résultats bruts, des podiums qu'il a fait lors des courses à grille inversée et des P4 qu'il a fait lors des courses standards. Merci beaucoup à Kimi63 pour le 5e mois de sub. C'est vrai, toi aussi tu as le droit de te sub. Arrête d'offrir des subs à des pilotes, tu peux aussi toi-même te sub. Félicitations. Mais clairement, surtout les dépassements qu'il nous a sortis, enfin, on avait pu suivre ça, enfin, surtout le week-end dernier où il a fait un triple dépassement, enfin, il a fait 3 fois le même dépassement à la même chicane, de la même façon, sur 3 pilotes différents en course 1, génial. Et aussi, bah, les dépassements qu'il nous a fait au corkscrew aussi en course 3, on a pu suivre en direct, ça c'était vraiment, vraiment génial. En même temps, il n'y a pas de concurrence dans l'équipe, alors ça c'est sûr. Ça c'est sûr, il n'allait pas être concurrencé par Jaroslav Veselao ou Lorenzo Castillo, mais quand même, alors comment dire, c'est aussi, enfin c'est un écho que j'ai entendu a priori, c'est que la Saint-Éloque était pas à l'aise. Saint-Éloque n'était pas super à l'aise dans les réglages, dans les setups, mais que ça avait l'air d'aller mieux au fil des week-ends, qu'ils ont peut-être trouvé quelque chose pour que ça aille mieux. Mais en tout cas, de ce que j'ai entendu, Théophile Naël a impressionné quand même lors de ces 2 meetings. Voilà, des d'échos que j'ai en dehors du clan Naël évidemment. Donc voilà, j'ai vraiment, enfin c'était 2 week-ends pleins où vraiment ça a été le leader incontesté. J'ai vraiment trop hâte de voir ce que ça va donner en F3. J'ai trop hâte que la saison commence, à la fois pour Sandro Giusti, à la fois pour Théophile. Voilà, il y a surtout que voilà, nouvelle réglementation, nouvelle voiture. Donc MP et VAR qui seront peut-être devant, je sais pas, ou peut-être complètement derrière. Malheureusement, c'est difficile de savoir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner.
D'ailleurs, Sandro chez Lucas Parlefin, en effet. En effet, on rappelle quand même que Lucas Parlefin, il pompe tous mes invités quand même. Hein. J'avais déjà invité Samy, j'avais déjà invité Sandro avant. Le gars jaloux. Quel dommage qu'ils finissent pas. Ouais, bah ouais, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé qu'il il doit t'inviter moi. Mais qu'est-ce que je lui ai dire moi moi j'ai rien à dire. Hein. Je suis confiant pour Naël, mais pas pour Saint-Éloque. Ouais, voilà, je sais pas. Voilà, mon seul espoir pour Saint-Éloque, vraiment, c'est que Enzo Peugeot arrive. Et parce que c'est un peu le seul pilote qui sort vraiment du lot. Et il n'a pas encore été annoncé, hein, ça reste encore en suspens, mais voilà, Enzo Peugeot a déjà annoncé qu'il referait de l'Africa. Et voilà, j'espère qu'il roulera un peu sur les prochaines manches, j'espère. Il y avait aussi un autre Français. Là, ça va être. J'ai peur pour eux en F4, Eurocup 3 et Freca, hormis Peugeot si ça se fait. Normalement, Peugeot, ça se fait, mais voilà, on attend la confirmation. Woodstock fera un meilleur travail que Peugeot. Toi, tu cherches les ennuis, en effet. Bon, pour Enzo Deligny, c'est un peu ouais, la petite ombre au tableau tricolore, malheureusement. Donc, on avait invité Enzo sur la chaîne avant le début de saison. Il est actuellement 6ème. Et pour être honnête, 6ème de façon assez chanceuse quand même. Ouais, voilà, il s'en sort bien au classement. Il s'en sort bien au classement. Il y a quand même 2 podiums, dont un lors d'une vraie course, enfin lors d'une course à grille standard. Donc c'est pas tout mal non plus. Le souci, j'ai l'impression franchement que voilà, il est quand même battu généralement par Ugo Chukwu et parfois même par Jin Nakamura qui débarque du Japon, donc qui devrait être moins à l'aise que Enzo Deligny, qui connaît déjà un peu les circuits pour en avoir fait un peu en F4 Emirati. C'est voilà, on en attendait un peu plus. Après, on voit que RS est moins à l'aise que l'an dernier, certes, mais voilà, là on sent que il extrait peut-être pas 100% du potentiel de la voiture. Je ne pense pas qu'Ugo Chukwu le fasse non plus, mais pour l'instant, Ugo Chukwu, on rappelle son problème de suspension en course 3, mais Ugo Chukwu est certes derrière au classement, mais il aurait dû être devant Deligny. Donc voilà, j'espère que le podium qu'il a eu pourra un peu relancer la machine et voilà que ça ira mieux bientôt. Au moins il est devant Bora. Ouais, faut doser quand même. Hein. Heureusement qu'il est devant Bora quand même. Faut arrêter de copier les défenses d'Aldairi Enzo. C'est vrai qu'il y a eu des défenses très limites. Est-ce qu'il est en danger dans le Red Bull Junior Team? Ah bah il est plus qu'en danger vu qu'il n'y est plus dans le Red Bull Junior Team. Malheureusement, voilà, on avait évoqué ce sujet déjà avec lui lors de l'interview qu'on a faite en janvier, à retrouver évidemment sur la chaîne YouTube Percy F1, n'hésitez pas à vous abonner. Donc voilà, il n'est plus dans le Red Bull Junior Team. Alors honnêtement, actuellement comme pilote français dans des académies, on n'a plus que... Bon alors Victor Martin, c'est toujours un sujet extrêmement flou. Où est-il? Qui est-il? Que fait-il? Voilà. On a Alessandro Giusti qui est chez Williams. Pour lui, les choses s'annoncent quand même assez bien. Jules Caranta qui a rejoint le Red Bull Junior Team. Dorian Pain qui est toujours chez Mercedes. Et je crois que c'est tout si je ne dis pas de bêtises. Vu qu'il n'y a plus le Théo Pourchard dans la magnifique Sauber Academy. Voilà, et puis on espère qu'Evan Gilter va bientôt rejoindre. Lisa n'est plus soutenue par Alpine, a priori. Non, Lisa a rejoint le giron Iron Dams. Visiblement, le programme Alpine, Racer by Alpine, n'existe plus. D'ailleurs, Giusti a le budget pour faire de la F3 au final. Alors oui, vous avez peut-être vu passer ces posts LinkedIn d'Alexandre Muliez, le petit-fils du patriarche Muliez, hein, au champ Décathlon, etc. Donc le petit-fils est président du FC Versailles, notamment coactionnaire avec Pierre Gasly. Et Muliez et Gasly se battent actuellement pour le budget de Giusti. Honnêtement, oui, enfin pour moi, de ce que j'ai compris, pour moi... Le budget d'Alessandro Giusti, il est bien. Enfin, il est bien. Non seulement, voilà, il y a ce soutien de Muliez et de Gasly, mais en plus, il y a Williams qui paye une partie de la saison. Voilà, il y a aussi des sponsors personnels. On en aimerait plus, évidemment, mais normalement, pour la F3,
c'est bon, c'est bon. Mais c'est vrai que le soutien de Muliez et de Gasly fait énormément de bien à Alessandro, enfin ça c'est sûr quoi. D'ailleurs, pour Cher, du coup, c'est chez Nielsen en LMP2, il me semble, avec Flusha. À chaque fois que je parle de LMS, je me plante. En effet, en effet. je, je confirme ça. Enfin, je confirme ça que tu te plantes tout le temps. Pour Cher, bah, j'attends des infos. J'attends des infos, puisque voilà. Voilà tant qu'il n'y a pas une annonce officielle, c'est un peu comme Adrien David, hein, tant qu'il n'y a pas une annonce officielle, moi, j'attends. J'attends. Mais oui, il était managé par Teddy Parker et Teddy Parker. Waouh, Tony Parker et Teddy Riner fut un temps. Et maintenant, pendant 1 an ou 2 ans, il n'avait plus de manager. Et maintenant, il est managé par Guillaume Le Goff, qui manage notamment la carrière de Pierre Gasly ou encore d'Enzo Deligny. Si pour Cher signe chez Nielsen, je renouvelle mon sub. Attends, faut contacter Théo là. Théo Ok, je prends note. Bon, donc voilà, pour Enzo, voilà, j'espère qu'il pourra trouver du mieux, plus de solutions sur les 3 prochains meetings. Après, on rappelle, voilà, si après ça il gagne le titre en Freca, tout lui sera pardonné, évidemment. Et il réintégrera probablement le Red Bull Junior Team. Mais pour l'instant, c'est assez compliqué de voir ça venir. C'est assez compliqué de voir ça venir pour l'instant. Donc voilà, c'est pas tout mauvais non plus, mais voilà, j'espère qu'on verra plus de choses très bientôt. La question, parce que je me suis un petit peu renseigné, qu'est-ce qui a changé par rapport à 2024? Puisque R-Ace, qui était tenante du titre, bah, galère un petit peu. ART qui débarque fait des super performances, puisque même au-delà d'Evan, qui est très très performant et qui joue les victoires à toutes les courses, il y a aussi Taito Kato qui a fait son premier podium, il y a Kanatoli aussi qui a montré des très beaux dépassements également. Et du coup, j'ai appris que les pneus avaient changé entre 2024 et 2025, ils sont devenus un peu plus durs, et visiblement R-Ace R-Ace surtout est un peu plus dans le mal, alors que ART et Pinnacle Motorsport apprécient ça. Avionics, je connaissais pas ce terme, c'est pas un terme très homologué, mais voilà, a priori, voilà, comme je dis dans le deuxième paragraphe, la voiture de Carrasquedo a l'air bien, née, on va dire, a l'air bien née, donc moi je suis très... s'il y a un pilote à surveiller, en dehors de nos Français, en dehors de Freddy Slater, etc., s'il y a un pilote à surveiller pour les 3 prochains meetings, pour moi c'est Yu Yamakoshi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ancien pilote de F4 française qui a fait 5ème, notamment derrière Evan Gilter qui fut champion cette année-là. Il a ensuite fait de la F4 italienne où il a longtemps été 2ème avant de finir finalement 4ème, je crois, il me semble, où il a vraiment porté son équipe Van Amersfoort Racing. Donc c'est un très bon pilote. Je ne pense pas voilà, exceptionnel non plus, mais c'est un très bon pilote. Et clairement, si ce que j'ai entendu est vrai, voilà, je pense que c'est un pilote qui jouera devant, qui jouera même les victoires. Je suis peut-être en train de lui porter une giga poisse, mais je pense vraiment que Yu Yamakoshi va être un pilote à suivre de très près. Et voilà, il y a peut-être un truc aussi dont on n'a pas encore parlé, c'est Dorian Pain. Car oui, Dorian Pain va arriver dans ce championnat. Va arriver dans ce championnat avec Evan Gilter, avec Freddy Slater, j'allais dire Théo Finael, mais non, puisqu'il part, Enzo Deligny, etc. Dorian Pain va faire les rounds 3 et 4 avec Mumbai Falcons by Prema. Pour moi, là, il n'y a plus aucune excuse possible. Alors, ça va peut-être un peu contredire ce que j'avais pu dire il y a quelques semaines où j'avais dit ah c'est un peu dommage, Dorian Pain elle est toujours dans la 4ème préma, elle n'a pas la même préparation que Freddy Slater, Jack Beaton, Rachid Aldairi, donc les 3 autres titulaires de préma pour la saison de Freca, car on rappelle que Dorian Pain refait de la Freca et de la F1 Academy avec préma. Là, il n'y a plus d'excuses. On a vu que la 4ème préma, qui a été piloté par Reza Siouroutun, donc pilote britannique de 18 ans, qui découvrait la voiture, qui a fait 3ème de F4 britannique l'an passé. Il a fait de belles performances, il est 13ème avec 25 points. Il y a aussi eu un premier week-end où il a été pourtant très malchanceux, avec, il avait fait de très belles remontées ensuite en course 2. Donc la voiture, cette 4ème préma supposée, elle marche.
on l'a vu, on a la preuve, Dorian Pain va prendre la voiture de Reza Siurutun pour les 2 prochains meetings. Voilà, Reza Siurutun, il découvrait la formule régionale. Dorian Pain, elle connaît déjà. Elle connaît déjà cette voiture, elle connaît déjà ses circuits. Elle a déjà fait la F4 Emirati l'an passé, elle avait d'ailleurs fait une victoire. Ça commence à dater, mais il faut pas qu'on l'oublie ça. Dorian Pain, quand même si elle a eu une saison qu'on peut qualifier de compliquée, où on en attendait beaucoup plus en F1 Academy, où elle a fait que vice-championne entre guillemets, et en Freca, où malheureusement ça a été un peu un calvaire. Dorian Pain avait gagné une course en F4 Emirati face à Freddy Slater, face à Kin Nakamura Berta, face à voilà, Enzo Dellini, Jules Caranta, etc. Bon, Dellini et Caranta étaient chez RS quand elle était chez Prema. Mais voilà, là, il n'y a plus d'excuses possibles, honnêtement. Il n'y a plus d'excuses possibles pour moi. Reza, il fait quoi là cette année, Reza, il fait de la GB3, donc de la F3 britannique, avec Argenti by Prema. C'est une nouvelle équipe soutenue en partie par Prema. Donc voilà, pour moi, Dorian doit faire au minimum aussi bien que Reza Siurutun. Et encore, je trouverais que ça serait une petite déception en quelque sorte, au vu du surplus d'expérience qu'elle a. Donc il faut au minimum des résultats équivalents, et sinon il faut faire mieux. Il faut faire mieux. Voilà, je dis pas qu'il... Enfin, voilà, idéalement, si un jour elle peut vraiment prétendre à la F1, voilà, il faudrait se battre avec Freddy Slater, etc., puisqu'elle a déjà une année d'expérience dans la voiture, blablabla, blablabla. Ok. Mais il faut pas se mentir, ce sera probablement sa dernière saison de monoplace, sa place est en endurance. C'est sa dernière chance. Enfin, si ça marche pas cette année, c'est sûr qu'elle reviendra en endurance. Mais voilà, c'est sa dernière chance. De toute façon, là pour moi, sur ces 2 week-ends, c'est peut-être que la formule régionale Moyen-Orient, un championnat hivernal, etc. Mais là, c'est des conditions on ne peut plus représentatives, car voilà, on sait ce que vaut cette voiture. Reza Siurutun l'a montré. Désolé Percy, mais je pense pas du tout qu'elle soit au niveau de Siurutun. Dans quel sens? Du coup, tu veux dire bien inférieur? Pour l'instant, pour défendre Dorian Pain, on peut utiliser voilà, ce qu'elle avait fait en S4 Emiratis, qui était franchement pas tout mal. Elle découvrait la monoplace, et elle a fait, je crois, 9e ou 10e du championnat. Une victoire. Alors certes, elle a profité d'une pénalité après course de Nakamura Berta, mais quand même, elle se battait pour la victoire. Voilà, et puis il y avait aussi eu des essais, maintenant ça commence vraiment à dater, mais des essais en GP3 ou en Formule régionale face à Beganovic chez Aaron, où elle était dans les temps de Beganovic chez Aaron. Beganovic qui a testé une Ferrari, je crois, aujourd'hui ou demain, qui a testé une vraie Ferrari officielle, genre la Scuderia Ferrari, après Hamilton et Leclerc. Paul Aaron qui est l'un des 400 000 réservistes d'Alpine. Donc voilà, alors c'était peut-être que des tests, etc. Mais voilà, c'est ces tests-là qui ont poussé Mercedes à investir en Dorian Pain pour la monoplace. Donc on verra. Mais j'attends beaucoup, j'attends peut-être trop. Mais en tout cas, je pense qu'on sera fixé. On sera fixé sur Dorian Pain. Ensuite, voilà, il y aura la saison de F1 Academy, il y aura la saison de Freca qui va venir. Et on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Non, mais son rythme de course, c'est pas dégueu en soi, mais c'est les qualifs et les départs, ses points faibles. Je suis d'accord, et je suis d'accord. Je suis d'accord, on se faisait déjà cette remarque l'an passé en F4 Emirati, et j'espère qu'il y aura du mieux. Et voilà, franchement, je serais si heureux s'il y avait, voilà, si déjà elle faisait aussi bien que Siurutun, et surtout si elle se battait pour les podiums. Voilà, moi je veux voir Dorian Pain genre en train de se battre et tout avec, comme on me l'a dit sur des tests, face aux meilleurs, Donc voilà, cette fois-là, il n'y a plus l'excuse du matériel, et voilà, l'excuse du matériel, elle est complètement valable, mais c'est des excuses quand tu te dis ouais le matériel il était pas bon, etc. machin. C'est des excuses qui peuvent tenir sur une saison. Une saison, ok, compliquée, machin. Sur 2 saisons d'affilée, ça tient pas. Ça tient pas. Ça peut être vrai, mais le truc, c'est que voilà, ta chance sera passée. En formule de promotion,
tu peux avoir une saison mauvaise, et encore, enfin, certains peuvent être très bien soutenus, mais quand tu es très bien soutenu, quand il y a une académie derrière toi, quand il y a Iron Dams derrière toi, etc., tu peux te permettre une saison un peu moins bien en dessous des attentes. Mais 2 saisons, ça va être compliqué. Ah purée, vous êtes vraiment pas du tout optimiste dans le chat. Mais moi, j'espère minimum des points. J'espère franchement minimum des points. S'il n'y a pas des points, je serais franchement déçu. Franchement déçu. Et j'espère au moins comme si au retourne, et voilà. Putain, P13, P15, P18, wow, vous êtes dur. Enfin, mais en même temps, c'est vrai que la saison dernière a été compliquée en Freca, mais... Evan prendra sa place chez Mercedes quand il repartira chez Iron Dams. Si c'est le deal, ok, je suis partant. Mais en fait, Mercedes a déjà préparé la suite en fait pour Dorian Pain avec Luna Flucha, qui est une pilote espagnole de 14 ans, qui sera probablement une pilote de F1 Academy en 2026, ou enfin je sais pas, qui pilotera en F4 en 2026 selon toute vraisemblance, et qui est déjà dans l'académie Mercedes. Vu le niveau qu'il y a cette année, les points seront compliqués. Bah je sais pas, enfin en vrai tu... Attends, je vais remettre le classement. Elle a pas gagné un titre au Gala Autosport hier. Oui, enfin bon, les galas britanniques, je m'y intéresse très peu, on va dire. Attendez, enfin en fait d'ailleurs, j'en ai pas parlé. Ah, Luna? Ah, je sais pas, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Quelques points, ce serait énorme. Ah ouais, purée. Mais je sais pas, puisque, enfin, ouais, Dorian Pain, je la vois quand même devant les pilotes là qui sont là en 15, P16, P17. Enfin, je la vois quand même devant ces pilotes là. Je sais pas, ouais, je peux la voir là. Je peux la voir dans cette zone là. Je sais pas si vous voyez ma souris, mais je peux la voir dans cette zone là, quoi. Oula, enfin, ouais, je sais pas. Peut-être que je m'emballe beaucoup trop, je sais pas. Mais j'ai envie d'y croire. En tout cas, voilà, on aura beaucoup plus de réponses sur Dorian Pain après ces 2 week-ends, à mon sens. Ouais, derrière Beaton pour la P15. Pour la déprime que ça serait. La déprime que ça serait. Bon, écoutez, on verra bien. On verra bien. Mais c'est pas suffisant. Ah, clairement, c'est pas suffisant. Ça serait pas du tout suffisant. Bon, on va passer un peu plus rapidement sur les autres championnats, car oui, il n'y a pas eu que la Formule Régionale Moyen-Orient. Alors c'est un peu plus confidentiel vu que voilà, il n'y a pas de Français engagés, donc on a suivi ces championnats d'un peu plus loin, mais quand même parce qu'on essaye de parler de toutes les pépites de la F1 et du sport auto. Ah, d'ailleurs, petit aparté, puisque en fait c'est une transition bien trouvée avec Dorian Pain au final. L'article. Je suis obligé de le mettre. Je suis obligé de le mettre. Attendez, je vais essayer de le retrouver. 20 F1. Purée, comment il s'appelait là Hopeful, je sais pas. 20 of the most exciting talents. La Formule 1 la Formule 1 a fait un excellent article pour parler des 20 plus grands espoirs sur le chemin de la F1. Ah, je crois que j'ai ouvert la version de l'an passé. Et d'ailleurs, qui montrait déjà Dorian Pain, PTDR, qui montrait déjà Dorian Pain. Alors attendez, purée. Me dites pas qu'ils l'ont supprimé, je le trouve pas. Ah bah écoutez. Ah bah écoutez. Ah bah écoutez, bon j'arrive pas à le retrouver facilement. Mais en tout cas, cet article, purée, ils ont oublié la France. Ouais, bah clairement, parce que Dorian Pain était la seule française évoquée. Il y avait 8 pilotes britanniques. Et une seule française qui était Dorian Pain. Waouh! Enfin, je suis désolé, j'ai essayé de me contenir sur Twitter pour pas être insultant, mais voilà, t'avais des gens qui n'avaient rien à faire là, comme Christian Mansell, je suis désolé. Alors, j'adore ce gars, sur Twitter, il est... Ah, merci. Attends. Merci. J'avais besoin de cracher mon venin en live, puisque je l'ai fait sur Twitter, mais pas assez, j'ai été beaucoup trop soft. Alors... Luke Browning, qui a déjà 22 ans, qui débute en Formule 2. En soi, tu te dis pourquoi pas, le gars a fait 3ème de F2, et pour moi, c'était l'un des meilleurs sur sa saison de F3, pourquoi pas. Là, t'as Abby Pulling. Là, déjà, tu te poses quelques questions. Puisque Abby Pulling, alors, certes, elle a gagné la F1 Academy. Le souci, c'est qu'à côté, et c'est pas pour dévaloriser ses performances, mais un petit peu quand même. Abby Pulling a fait 7ème, je crois, de F4 britannique. Certes, elle a manqué un meeting, mais si elle avait fait ce meeting, elle aurait été 6ème.
En fait, ça n'aurait pas changé grand-chose. Et sixième, et je suis désolé, mais une pilote qui est sixième, un pilote qui est sixième de F4 britannique, personne n'en parle. Attendez, on va vérifier justement qui était le pilote de F4 britannique. Attendez, British F4. Donc Abby Pooling a fini 7ème. Alors certes, il y a ses meetings qu'elle a manqué, mais vous voyez, elle a 130 points. Le top 5, c'est à 230 points. Donc voilà, elle aurait été probablement 6ème. Elle aurait été probablement 6ème. La saison précédente, c'était James Higgins qui avait fait 6ème de la F4 britannique. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de James Higgins? Est-ce qu'on a déjà évoqué James Higgins en lutte pour la Formule 1? Non. Donc, d'ailleurs, enfin, c'est un truc qui caractérise beaucoup cet article. Ils vont, en fait, dans cet article, ils survendent vraiment la F1 Academy enfin voilà, c'est le championnat, selon eux, ça a l'air d'être le plus relevé championnat de F4. C'est complètement lunaire et ça dessert le truc puisque du coup ça crée des attentes complètement démesurées envers les pilotes de F1 Academy et ensuite quand elles ne se battent pas pour le titre en GB3, comme Abby Pooling, voilà, qui va monter en GB3, bah tout à coup ça crée de l'incompréhension et on se dit ah purée vraiment elles sont toutes nulles, etc. Bah c'est parce que il y avait trop d'attentes, de base. La F1 Academy c'est bien, c'est un bon championnat pour faire révéler de jeunes talents, mais il faut pas considérer ça comme le fait que ça va créer des dizaines de pilotes féminines pour la F1 sur les prochaines années. Voilà, ça crée des attentes complètement démesurées qui desserrent les pilotes féminines au final. Et Abby Pooling, je pense qu'elle fera une très belle carrière et elle a complètement un avenir de pilote pro, mais voilà, on ne la voit pas en F1 malheureusement. C'est le stagiaire qui a écrit l'article, on croirait une des boosts de Off-Track. Alors, Off-Track, moi je les aime bien Off-Track, mais... Ça me rappelle les commentaires sur le post Off-Track qui annonce le projet de Squeezie, qui annonçait soutenir des jeunes pilotes, où t'as des guignols qui disaient ouais il faut Amine Pantoli, prochain GOAT de la F1. Ouais, Amine Pantoli, qui est qui a été un peu énormément, qui est un jeune pilote énormément surmédiatisé alors qu'il n'a que 9 ans, même s'il fait des bonnes performances, hein. Il fait des bonnes performances, il a fait un podium le week-end dernier à l'international, c'est très bien, mais il a 9 ans. Il a 9 ans, enfin calmez-vous. Mais c'est bien, mais il est beaucoup trop, il est surmédiatisé. On a ensuite Dorian Pain. Bon, voilà, ça peut faire parler. Voilà, vice-championne de F1 Academy et de l'Africa où elle n'a pas marqué de points. C'est quand même très surprenant de la retrouver dans cette liste. On a ensuite Paul Aron. Bon, lui, ça se justifie complètement, hein. Il a été 3ème de Formule 2, 3ème de Formule 2 sur sa première année. Il a toujours été 3ème, 3ème de F3, 3ème de Freca, etc. Il a toujours été, voilà, et réserviste alpine, c'est logique de le mettre là. Leonardo Fornaroli, bon, pourquoi, enfin, ouais, c'est le champion de F3, donc en vrai, c'est logique de le mettre là. Mais en dehors de ça, est-ce qu'on le voit vraiment en F1? Bon, on verra ce que ça donne en F2 cette année. Christian Mansell, alors là, c'est là où je me suis dit, ok, ils ont un peu craqué. Oui, il a fait quoi? 6ème, 5ème de F3 sur sa deuxième année. Bon, voilà. Gabriel Mini, bon ça paraît logique. Rafaela Ferrara, voilà, qui a gagné des courses en F4 brésilienne, qui a fini je crois 4ème de F4 brésilienne, c'est très bien, c'est un début très prometteur. Mais c'est de la F4 brésilienne, purée. Enfin, c'est de la F4 brésilienne, bon, voilà. Raphaël Camara, bon, ça, j'avoue que si on mettait pas Camara, on mettait pas grand monde sur cette liste, donc ça paraît logique. Callum Voisin, ça paraît logique aussi. C'est certes un pilote britannique, mais lui, il a complètement sa place ici, notamment après la saison de F3 qu'il a faite, champion de GB3, etc. Enfin, c'est complètement logique qu'il soit là. Deegan Fairclough, ouais, oui, ok, champion de F4 britannique. Oui, après, enfin, pourquoi tu mets lui, pas un autre? Ok, d'accord, enfin bon, soit. James Wharton, bon, j'ai l'impression quand même un petit peu énorme crack Fairclough. Bah ouais, mais pourquoi lui et pourquoi pas un autre? Il a explosé la F4 britannique, certes, mais il redoublait. Il redoublait, mais je pense. À la rigueur, lui, ça peut se justifier un peu. Champion de F4 britannique, et c'est vrai qu'il a explosé les records, certes.
Mais bon, pourquoi lui plus qu'un autre champion de F4? Voilà. Ouais, James Wharton, je suis d'accord que ça peut faire parler, même s'il a fait quand même une excellente saison de Freka. Alisha Palmowski, j'aime bien Alisha, et je suis d'accord pour dire qu'il y a du potentiel. Elle est vice-championne de GB4. Attention, c'est pas de la F4 britannique, c'est la GB4, donc c'est de la F4 un peu low cost. Voilà. Fairclough, c'est un des noms les plus legit pour moi. Bah oui, mais pourquoi dans ce cas tu mets pas Taito Kato par exemple? Pourquoi tu mets pas Mattia Kolnagi? Pourquoi tu mets pas Percy, c'est officiel, Ferrari garde les deux pilotes, Camara et Taponen dans leur filière? A priori, oui. Palmowski, donc bon, voilà, c'est vraiment pour mettre des pilotes féminines, mais je suis d'accord, Palmowski et Ferreira, c'est très intéressant, et c'est les pilotes féminines parmi les plus talentueuses actuellement, mais ça veut pas dire qu'elles sont, pour l'instant, ce n'est pas des trajectoires de futurs pilotes de F1, mais on peut être surpris, mais ça serait une grosse surprise quand même. Tuka Taponen, bon ça c'est logique, Ugo Gochuku, le gars fait 11ème de Freka avec une préma quand ses coéquipiers font premier et deuxième, c'est n'importe quoi de le mettre dans cette liste. Même s'il a gagné le Grand Prix de Macao, c'est n'importe quoi de le mettre dans cette liste. On a ensuite Louis Sharp. Bon, lui, ça se justifie. Hein. Voilà, il a gagné la F4 britannique, gagné la GB3. Vous ne le connaissez pas encore, mais vous allez bientôt entendre parler de lui en F3. C'est très très bon. Mais genre, Palmowski, elle n'a même pas gagné le GB4 alors que le niveau est abyssal. Je sais pas si on peut dire que le niveau est abyssal, mais après, c'est bien. Enfin, on n'a pas eu souvent des pilotes féminines qui se sont battues pour des titres dans des championnats mixtes, donc Ferreira, Palmowski, c'est certes de la F4 présidente, c'est de la GB4, mais c'est pas mal. Mais ça les... Voilà, enfin, quand tu viens de ces championnats-là, tu peux pas dire que tu es dans les 20 espoirs à suivre en formule de promotion. Lindblad, bon, oui. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fout en 17ème position? Genre, comment ils ont été rangés, comment ils ont été rangés les pilotes en fait? Freddy Slater, bon, oui. Luna Flusha, ah oui, et puis après, oui, ça part complètement en vrille, où là on met des pilotes de karting qui n'ont rien fait en monoplace. Luna Flusha, alors oui, elle a fait de très bonnes choses en OKN, qui ne réunit clairement pas les meilleurs pilotes de karting, donc je garderai quand même mes attentes un peu basses. Et Kenzo Craigie, jeune pilote Mercedes, Cross, alors je sais pas pourquoi Cross, je sais pas pourquoi son nom de famille c'est comme ça, mais c'est tout le temps comme ça. Kenzo Craigie, champion du monde, certes, mais on rappelle que c'était un championnat du monde assez particulier où les Britanniques étaient très 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 avantagés par la piste britannique qu'ils connaissaient par cœur. Et puis, enfin voilà, mais du coup on a fait toute cette liste. Dans les mentions honorables, on a quand même Taito Kato, on a quand même Mattia Kolnagi, on a Lia Block, parce que pourquoi pas, Ella Lloyd, Ethan Jeff Hall, là on part, enfin voilà, Dries van Langen, donc on a quand même un pilote belge, et donc c'est tout. C'est tout. On n'a pas un seul, on n'a pas Justy, le gars qui a jamais déçu, qui a toujours été là, qui performe saison après saison, il est pas là. Ouais. Evan Gilter, je sais pas. Victor Martin, rendez-vous compte, il n'y a même pas Victor Martins. Le gars, il a gagné la Formule Renault, la F3, il a fait meilleur rookie de F2, il est même pas dans cette liste. Donc bon, voilà. Et puis après, du coup, il y a même pas Evan Gilter qui se bat, qui bat littéralement Freddy Slater, qui bat plusieurs des pilotes de cette liste. Ouais, voilà, il n'y a pas Théophile Naël non plus qui aurait pu y prétendre. Waouh! Il n'y a pas Théo Pourchère. Bah, après, Théo Pourchère, il les avait mis les années précédentes, mais Théo Pourchère, bon, il est plus trop dans les formules de promotion. Cette liste est un scandale, mais est-ce qu'on est surpris? Non, mais genre, ils font même pas semblant, quoi. Enfin... Ils font même pas semblant. Bon. Voilà, cette liste m'a outré, j'avais besoin de partager, d'extérioriser ça avec vous en live, je suis désolé, mais voilà. Pour info, moi j'avais fait une petite liste sur Twitter et sur Blue Sky, je me rappelle plus exactement de cette liste. D'ailleurs, et parmi les pilotes français, j'y avais mis Martins, Giusti, Gilter, et je crois que c'est tout. Je n'avais pas, enfin, j'ai essayé de rester objectif au plus possible et de me dire ce qui serait le plus communément admis de façon internationale. Donc j'ai pas mis Naël et Caranta où on peut dire que c'est peut-être un peu précipité. Qui la prend au sérieux? Mais c'est pas une question de qui la prend au sérieux. Le truc c'est que la F1, bah ça reste quand même
ça va être beaucoup plus diffusé que malheureusement tout le travail qu'on fait à Feeder Series. Et voilà, quand on est spécialiste des formules de promotion et qu'on voit des listes pareilles qui vont être diffusées au plus grand nombre et qui vont avoir une exposition médiatique que n'auront pas des Evan Gilter qui, voilà, qui auraient bien plus besoin d'être dans cette liste. Voilà, ça m'embête un peu, quoi. Ça m'embête un peu. Écoutez, j'avoue que le live commence un petit peu à s'éterniser. On passe quand même à la F4 Moyen-Orient. Emanuele Olivieri, je l'ai mis d'ailleurs dans ma liste des 20 pilotes. Grosse révélation, Emanuele Olivieri, ce gars sort de, je vais pas dire sort de nulle part, parce que je vous avais dit qu'il fallait le surveiller, Emanuele Olivieri, mais très très belle surprise, le pilote Air-Race, donc l'équipe française qui est en tête du championnat de pilote avec son pilote italien, 4 victoires, c'est vraiment ultra impressionnant. Devant Kin Nakamura Berta, le spécialiste des deuxièmes places, qui est d'ailleurs vice-champion en titre. On rappelle que l'an dernier, il avait été battu par Freddy Slater. On a ensuite Stoltermanis, Francott, Alex Powell, le jeune pilote Mercedes, coéquipier d'Olivieri, qui est un peu dans le dur quand même. On a ensuite Sébastien Weldon, le fils du regretté Dan Weldon, qui fait ses débuts, j'allais dire en Europe, mais dans les formules de promotion européennes, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, en tout cas avec Prema. Adama Lazari, August Reber, Alexander Savinkov, qu'on peut aussi appeler Zingarevich, pilote russe, Zen Ruishi, pilote chinois, Salim Hanna, Molnar, Alexander Bondarev. Yikes. Alexander Bondarev, on rappelle, c'est la pépite de Williams, le gars qui a tout gagné en karting. C'est compliqué le passage à la monoplace. Donc voilà, Olivieri, clairement, moi j'avais vraiment besoin d'en parler en live, mais vraiment Olivieri, exceptionnel. Hein. Weldon, c'est pas celui qui a foutu Naël d'or à Macao? Non. Bah. Non, tu confonds avec Cooper Webster. Non, c'est Cooper Webster, qui est. Enfin, c'est pas la même nationalité, et enfin Webster, donc c'est un Australien. Je sais pas d'ailleurs ce qu'il fait l'an prochain, mais c'est un très bon pilote et qui avait fait une grossière erreur sur Théophile Naël. Non, c'est Cooper Webster. Weldon, il a fait que de la F4 pour l'instant. Mais voilà, Olivieri, c'est génial ce qu'il fait. Surtout, voilà, c'est un peu un pilote, c'est un peu la même histoire à peu près qu'Evan Gilter en fait. C'est un pilote qui n'a pas eu beaucoup de budget. L'an dernier, il était dans une petite équipe, il était chez AKM, il a fait vraiment des exploits avec AKM en marquant régulièrement des points. Et là, bah voilà, il est dans une équipe ambitieuse avec Air-Race qui a fait vraiment des gros efforts financiers pour accueillir des pilotes moins dotés financièrement. Et ça marche et ça fait trop plaisir à voir pour Air-Race, qui a souvent eu des pilotes ok, moyens, etc. Mais là, vraiment depuis quelques mois, depuis un an et demi, on sent vraiment Air-Race sur la très bonne pente, et Olivieri le montre, et ça met Alex Powell complètement dans l'ombre alors que c'est un jeune pilote Mercedes, et ça c'est un petit peu dur. Bon, alors j'ai fait une liste de top flop non exhaustive, surtout que c'est un peu difficile à juger que sur 2 week-ends, mais voilà, pour moi mon flop de la saison, mon flop de ce début de saison, c'est Alexander Bondarev, la pépite ukrainienne de Williams, qui est en grosse difficulté. J'ai l'impression que c'est vraiment typiquement le genre de pilote qui était génial en karting et qui n'arrive pas à trouver ses repères en monoplace. Ça s'est vu par le passé. On a des exemples français. Malheureusement, passés ou actuels. Et là c'est compliqué. Ouais, j'ai même pas remercié le follow de tout à l'heure. J'ai même pas remercié Thibaut 9424 pour le follow. Merci beaucoup à toi. Avec beaucoup de retard, désolé. Powell, il est trop fort en course. Par contre, ses dépassements, c'est tellement plaisant. Ouais, mais il fait ses dépassements c'est pas des dépassements pour la victoire, donc c'est des dépassements plus faciles sur des voitures peut-être un peu moins bonnes, etc. Le truc, c'est difficile de se hyper quand le gars est déjà redoublant. C'est aussi le cas d'Olivieri, certes, mais le gars est déjà redoublant, donc bon, même en karting, il galérait l'an dernier. Depuis qu'il est passé chez Williams, il a du mal. C'est vrai qu'il a eu une saison compliquée en Oka aussi, alors qu'il était pourtant chez Kart Republic by Prema, plutôt Prema by Kart Republic, qui est l'une des meilleures équipes. Là, Bondarev, ça commence un peu à caler.
Oh purée, j'avais même pas vu mon image. C'était avec le calage au départ qui a d'ailleurs provoqué un drapeau rouge. Voilà, on ferme cette page F4 Emirati. Bonne soirée Evan, merci beaucoup à toi et tout le meilleur pour la suite et pour les 3 prochains week-ends de Formule Régionale Moyen-Orient à venir. Repose-toi bien et reviens-nous encore plus fort. On s'approche de la fin du live, ne vous en faites pas. La Formule Régionale Océanie, ça va aller très vite puisqu'au final, ce championnat tient à un seul pilote, Arvid Lindblad. Voilà, on en a un petit peu parlé déjà, mais il devrait sécuriser le top 3 en vue des 40 points de la super licence ce week-end. Il a 69 points d'avance sur la 4ème place, il doit en avoir 90 à la fin du week-end, donc c'est carrément possible. Al-Koubaïsi, elle n'a pas fait podium en F1 Academy à Abu Dhabi. C'est possible, en tout cas là c'était très compliqué. Elle a fait qu'un seul meeting après, la Hamda Al-Koubaïsi, mais... donc voilà, pour Arvid Lindblad, il fait juste la mission qu'on lui a donnée. Il n'est pas spécialement ultra écrasant, mais c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande juste de faire le taf. Et voilà, sa place en F1, il devra la chercher en F2 lors de sa saison de F2 en faisant des grosses performances comme Isaac Hadjar a fait. Isaac Hadjar, il a réussi à arracher la F1 grâce à ses perfs en F2. Il faut que Lindblad fasse une saison à peu près similaire, en prenant en compte le fait qu'il est quand même rookie, donc peut-être pas aussi bien, mais voilà, en tout cas c'est en F2 qu'il devra aller chercher sa place. Et je rebondis sur ce que dit Homero, Nikita Johnson c'est aussi une bonne surprise en quelque sorte. C'est un très très gros crack normal, enfin selon les États-Unis, selon les Américains. Et là, ça commence à monter en puissance. Donc c'est clairement un pilote à surveiller pour l'avenir. Un pilote très jeune, de 16 ans seulement. Et voilà, il va faire des manches d'Indy Next. Il va surtout faire la GP3 en Grande-Bretagne avec Hightech. Clairement un pilote à suivre de très près. De toute façon, il reste qui devant lui chez Red Bull? Pepe Marty. Alors, Pepe Marty qui redouble. Et en fait, Arvid Lindblad va arriver dans la position qu'était Pepe Marty l'an dernier, et Pepe Marty va prendre la position d'Isaac Hadjar de redoublant l'an passé. Donc théoriquement, très théoriquement bien sûr, c'est Pepe Marty qui serait devant dans la hiérarchie. Maintenant, voilà, il y a beaucoup plus de hype autour de Lindblad, beaucoup plus d'excitation. Donc c'est vrai que on dirait que Lindblad est le prochain sur la liste, mais attention à ne pas le voir trop beau trop vite, et attention à ne pas exclure Pepe Marty de la course trop vite. En vrai, Lindblad va arracher Marty. Moi j'ai de l'espoir en Marty. J'ai de l'espoir en Pepe Marty, mais c'est vrai que Lindblad, on paraît sur un énorme talent. Donc voilà, je pense que la confrontation va être intéressante, en tout cas j'espère qu'elle sera intéressante, puisque voilà, Pepe Marty c'est un pilote que j'apprécie vraiment, je suis à fond derrière lui. On a l'impression que Red Bull mise plus sur Lindblad que sur Marty, c'est aussi l'impression qu'on a. D'ailleurs, Pepe Marty n'a pas ses 40 points de super licence, donc ça montre bien le plan qu'a Red Bull. Red Bull a plus confiance en Lindblad, mais si Pepe Marty nous fait une Isaac Hadjar, Pepe Marty devrait arracher sa place, mais ça dépend. Ce duel Marty-Lindblad peut être vraiment intéressant en tout cas. Écoutez, il y a aussi un nouveau championnat, un championnat qui va, on est tout proche de la fin du live, hein, un championnat qui va débuter sa saison ce week-end à Portimão au Portugal. Avec notamment un Français, Andrea Dup chez AS Motorsport, l'équipe slovène. Il y a un peu de tout dans cette liste. Il y a des pilotes assez intéressants, style Thomas Berman, qui est le petit frère de Lee Berman, style Fionn McLaughlin, pilote irlandais qui a été recruté par le Red Bull Junior Team, style Leo Robinson, pilote algérien. Ouais, la line-up sont high-tech. Je suis d'accord qu'en plus, d'ailleurs, les seuls pilotes que j'ai cités, c'est des high-tech. Je suis certes. Mais voilà, en tout cas, McLaughlin, Robinson, Berman. Nina Ganman avait été une bonne surprise en F1 Academy, mais a été très transparente en F4 britannique, donc j'ai du mal à l'avoir joué avec ces trois-là. Ça va être très intéressant à suivre. Je vais suivre aussi Gabriel Gomez, qui est chez US Racing. Ça peut être un très très bon pilote. Lui aussi, ça va peut-être faire polémique, mais Artem Severiukin, qui est un pilote russe qui fait ses débuts en monoplace extrêmement
sulfureux, extrêmement polémique, en raison du fait qu'en 2022, il avait célébré sa victoire en championnat d'Europe de karting par un salut nazi. Normal quoi, logique, hein. Tout le monde fait ça, bah ouais, tout le monde fait ça, mais hey, même le PDG de Twitter il fait ça, donc à partir de là, bref, je m'égare un petit peu. Il n'empêche que c'est un gros talent. À l'époque, ça jouait, enfin Artem Severiukin, c'est un pilote qui jouait face à des Gilters, face à des Taponen, face à des... Enfin, voilà, donc c'est quand même un pilote à surveiller, dans tous les sens du terme, il peut être dangereux, mais voilà. TGR c'est pour Toyota, ouais, Hightech fait une collaboration avec Toyota, on avait déjà abordé ça sur un live précédent, c'est un peu difficile de voir ce que fait Toyota, quel est le plan de Toyota en Formule 1, puisque ça fait des collaborations avec Hightech, qui elle-même est très proche d'Alpine, et ça place Hirakawa chez Alpine, mais ça place Miyata chez Haas, et ça fait une collaboration technique avec Haas. Bon, Toyota place ses pions en tout cas, et était juste en avance sur les tendances Severiukin, un visionnaire. Ouais, ou extrêmement en retard. Je préfère voir les choses comme extrêmement en retard, pour rester optimiste. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est une liste de pilotes assez faible, mais voilà, quelques noms à surveiller. Voilà, pour moi, McLaughlin, Robinson, Berman, Gabriel Gomez, Severiukin, malheureusement, mais voilà. Et les féminines, Alisha Palmowski et Rafaela Ferrara, dont on a parlé, dont la F1 classe parmi les 20 plus grands espoirs. Non, de façon plus sérieuse, c'est des bonnes pilotes. À voir ce que ça va donner. Et voilà, on a aussi notre français, Andrea Dupe. Berman n'est pas aussi bon que son frère, je sais, mais ça reste quand même un nom. Ça reste quand même un nom, mais je suis d'accord que je pense qu'il va se prendre une petite tempête par McLaughlin et Robinson. Il s'appelle comment le russe problématique Artem Severiukin? Donc il est chez Genzer Motorsport. Et voilà, j'ai assez peur. Enfin, j'espère qu'il ne performera pas parce que ça serait un peu embêtant. Enfin, j'ai pas envie de voir ce genre de personnage monter. J'étais d'accord pour, à la rigueur, ok, c'était une erreur, enfin, c'était une énorme connerie qu'il a fait quand il avait 15 ans, etc. J'étais ok pour qu'il refasse sa carrière en karting, mais s'il commence à s'approcher un peu de la F1, faut doser. Faut doser quand même. Bon, c'était des événements d'il y a 2 ans déjà, 2-3 ans. Mais bon, c'est pas ce qu'on veut. Enfin, voilà, on veut pas voir ce genre de personnage en Formule 1, donc voilà. Genzer, ils ont que des pilotes problématiques, ouais, presque. Ouais, il y a aussi Harrison qui est un peu. Qui aime bien, justement. Pour qui un salut nazi, je pense que ça embêterait pas trop. Bref, on divague un petit peu. On s'approche de la fin du live, évidemment. Voilà, il y a un Français qui fait ses débuts en Formule 4 ce week-end. Pas trop d'attente, surtout pour un début. Il découvre la Formule 4, il découvre la monoplace. Il est chez la toute petite équipe AS Motorsport, l'équipe slovène que j'ai présentée notamment sur feederseries.net. J'ai fait un article pour un peu découvrir quel était le background de cette équipe slovène assez surprenante, qui n'a jamais marqué aucun point en F4 italienne. Donc moi j'espère qu'on va pouvoir le voir un petit peu au moins en première moitié de classement. Déjà j'aimerais bien qu'il batte ses coéquipiers. Il a notamment comme coéquipière Mathilda Patz, 20e de F4 française, donc clairement pas une référence, et Sébastien Bach, pilote danois, champion rookie de F4 danoise. Voilà, 4e de F4 danoise, donc pas non plus exceptionnel, mais qui a déjà une saison de F4 dans les pattes. Voilà, j'espère qu'Andrea Dupe pourra, peut-être pas forcément ce week-end, mais voilà, faire des top 15, top 10, et même, voilà, ça serait franchement sympa. Percy, tu penses que Mafia Racing peut progresser avec leurs pilotes? C'est vrai que Mafia, ils ont des bons pilotes. Ils ont notamment Kirill Kutskov que j'apprécie. Attends, ils ont qui d'autre? Alors Théo Bornstein, je le connais pas. Je le connais pas, mais Mafia Racing, oui, c'est une équipe aussi très atypique, avec très peu de moyens, et ils ont des bons pilotes, mais donc Kirill Kutskov notamment. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. C'est très dur pour les petites équipes de progresser. Dis-moi, chez Feeder Series, t'as des nouvelles de mon copain Riabov? Non, là comme ça, en tout cas, j'en ai pas. J'essaierai de me renseigner, mais là comme ça me dit rien. Sébastien Bach, ça a pas l'air dégueu non plus. Ouais, j'aime bien ses musiques et tout. Et bon, c'est un peu vieux jeu, ses musiques, mais bon, bref. Il est tard.
Voilà les horaires pour ce week-end si vous voulez suivre, un peu ce qu'il se passe. Donc voilà, il n'y aura pas de, en dehors d'Andrea Dup au Portugal, il n'y aura pas de Français engagés. Par contre, le week-end suivant, Mamma Mia, il y aura la Formule régionale Moyen-Orient qui reviendra à Dubaï et l'Eurocup 3 Winter Series. Et ça, c'est un championnat qu'on va suivre de près avec notamment Jules Caranta. D'ailleurs, Jules Caranta, qui sera notre invité lundi. Vous pouvez déjà cocher dans vos agendas. Lundi 3 février, 18h30. Jules Caranta, pilote Red Bull Junior Team, sera notre invité. Exceptionnel. Voilà, première fois, je pense que j'interview. Bah non, j'avais déjà interviewé Justy quand il était déjà chez Williams, donc non. Mais Jules Caranta qui est déjà chez Red Bull. T'as eu l'entry list des F4 Spanish Winter Series et Eurocup 3? Ouais. Et franchement, alors surtout l'Eurocup 3, ça annonce du lourd. Ça annonce franchement du lourd. Après voilà, moi c'était une entry list du championnat, donc je sais pas si les pilotes que j'ai eu feront tous les meetings, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, il y a des noms. Voilà, je m'avance peut-être un peu, mais voilà, genre si Jules Caranta est champion, waouh! Enfin, genre talent générationnel, genre crack gigantesque. Ça serait, ça serait exceptionnel, mais au vu du plateau, ça va être compliqué. Surtout que lui va découvrir le championnat, va découvrir les circuits. Donc voilà, mais en tout cas, tout ça, toutes ces questions à Jules Caranta, vous pourrez lui poser lundi 3 à 18h30. J'ai très hâte, parce que c'est vraiment un pilote que j'apprécie particulièrement. Dont on a pu suivre les débuts en Formule 4 française. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour sa première saison à l'international. T'as une idée de quand ça sort les entry lists? J'imagine la semaine prochaine, courant de la semaine. Ça m'arrangerait que ça sorte lundi, puisque l'interview avec Jules est lundi. Ouais, j'espère qu'on aura très vite une entry list. Parce qu'en tout cas, celle que j'ai eue, c'est peut-être provisoire, ça va peut-être changer, etc. Il y aura peut-être pas tous les noms, etc. Mais ouais, ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd, quoi. Bon, écoutez, sur ce petit teasing, sur cette petite mise en bouche, il est 20h, je vous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente fin de semaine. Pas de stream ce week-end, je suis pas encore assez fou pour aller suivre en live la Formula Winter Series, la Formule Régionale Océanie, mais surtout je suis pris ce week-end. Donc écoutez, je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine, un excellent week-end. On espère tout le meilleur et on envoie toute notre force à Andrea Dup pour ses débuts en monoplace. Et d'ici là, écoutez, je vous dis à très bientôt sur Twitter, sur Insta, sur Feeder Series, sur YouTube, sur TikTok, sur Blue Sky. Et nous, on se dit sur Twitch, on se dit à lundi avec Jules Caranta. Salut, bye bye.